Merci Pierre pour cette transition. Effectivement, on a abordé les questions de compétitivité dans l'échange précédent et ça va nous permettre de poser la question aujourd'hui avec mes 3 intervenants. Comment concilier transition écologique et compétitivité à l'export? Je suis Maxime Giraudot, journaliste pour La Tribune à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 20 ans en France que nous n'avons pas eu une balance commerciale excédentaire. Le dernier excédent datant de l'année 2002. L'année dernière a été marquée par un déficit record de la balance commerciale. Nous n'avons jamais autant importé. Le déficit s'est porté à 164 milliards d'euros. Dans le même temps, une convergence d'éléments politiques d'abord, avec l'annonce d'un vaste programme dédié à la réindustrialisation du pays, avec la loi Industrie verte, sachant que les PME ne représentent que 2% de nos exports en France, qui est un niveau très faible par rapport aux autres pays européens. Des éléments environnementaux, car dans le même temps, la loi Industrie verte va imposer à nos champions français et nos futurs champions de fabriquer des produits qui respectent des normes environnementales exigeantes. Face donc à cette convergence des enjeux économiques avec les exigences de modèle social dont nous avons parlé précédemment, et les ambitions environnementales, comment est-ce qu'on va pouvoir parvenir à concilier une compétitivité à l'export que l'on revendique au niveau politique et des grandes ambitions de transition écologique. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'accueille tout d'abord Jorge Martin. Vous êtes le directeur interrégional Nouvelle-Aquitaine et aussi Occitanie, nos voisins, on les salue, pour Business France. Merci à vous. Estelle Morera. Ensuite, vous êtes experte filière internationale et nouveaux relais de croissance à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Merci à vous. Et Ignace Depré, enfin, dirigeant et président du directoire de Suna Design, entreprise qui conçoit et fabrique des luminaires avec des systèmes d'alimentation solaire. C'est bien ça. Merci à tous les 3 d'avoir accepté. Tout d'abord, je commence par vous, Jorge Martin. Pourquoi est-ce que dans ce contexte d'économie mondialisée et malgré les enjeux de la transition écologique, on s'accroche à avoir une compétitivité à l'export? Pourquoi est-ce que c'est crucial pour notre économie? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, écoutez, moi je pars du principe que l'export n'est pas un bonus, un simple bonus pour la croissance des entreprises et pour le développement économique du pays. Il en est très souvent un besoin, une condition sine qua non. Donc, pourquoi c'est internationalisé? C'est un gain de compétitivité. Les 2 termes sont fortement liés. Donc déjà, l'internationalisation va inciter les entreprises à innover pour se démarquer en matière de prix, de qualité ou de spécificité. L'internationalisation va permettre aussi de se rapprocher de ses clients, d'adapter ses produits aux spécificités du marché en fonction de leur culture, de leurs habitudes de consommation, mais aussi au cadre réglementaire de chaque pays. Ça permet aussi d'avoir accès à de nouveaux circuits de distribution et à de nouvelles chaînes d'approvisionnement. Je pense que les dernières crises nous ont bien prouvé que c'est un vrai besoin de survie pour les entreprises. Et enfin, ça permet aussi d'anticiper ces risques qui sont liés aux variations de taux de change, aux changements politiques et à tant d'autres variables. Donc, clairement, l'internationalisation, c'est la compétitivité des entreprises et aussi du pays. Maintenant, il faut être aussi compétitif pour s'attaquer à l'international. Et je pense très sincèrement qu'on a vraiment tous les moyens pour pouvoir se lancer vraiment dans des marchés étrangers. Nous avons, vous l'avez vu, le 31 août dernier, le ministre délégué au commerce extérieur a annoncé cet ambitieux plan qui est Oser l'export. Donc c'est une boîte à outils qui s'étoffe de plus en plus. Ça veut dire de faire la promotion du VIE, maintenant d'un nouveau dispositif qui est le VTE, le volontaire territorial à l'export. C'est les e-vitrines, les boosters, ces programmes d'accélération personnalisés pour les entreprises. Et c'est aussi donner accès à ces grands salons internationaux en abaissant les coûts en ce moment d'inflation. Par ailleurs, nous avons aussi d'autres moyens qui à mon sens, sont un vrai levier. C'est la Team France Export, et notamment en Nouvelle-Aquitaine. C'est l'accompagnement de toute cette task force qui englobe les CCI, BPI France, les conseillers du commerce extérieur pour la France, bien sûr la région, Business France, et nos partenaires comme les douanes, l'INPI ou les OSCI. Donc je pense qu'on a vraiment tous les outils qui sont nécessaires pour se lancer à l'export. Maintenant, bien sûr, il faut oser. Et on le voit avec le nouveau plan annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière, l'attention est portée sur les PME en particulier.
Pourquoi est-ce que c'est difficile pour une PME de s'attaquer à l'export? Est-ce qu'il y a un manque d'acculturation chez ces entreprises-là? Vous l'avez dit, hein, on a vraiment un gros déficit, même si paradoxalement, en termes de nombre d'exportateurs, c'est les PME qui sont les plus nombreuses par rapport à notre tissu. Mais c'est vrai qu'on a un vrai décalage, un vrai retard par rapport à nos voisins. Si on se compare à l'Italie, même à l'Espagne, bien sûr au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Donc l'idée de ce plan qui a été énoncé exactement il y a une semaine, c'est vraiment d'apporter cet accompagnement individualisé et personnalisé aux PME les plus prometteuses pour les accompagner dans leur croissance et les amener à une nouvelle phase de développement, donc ce statut d'ETI. C'est ça l'objectif du plan. Donc déjà, c'est de fluidifier les relations entre l'entreprise et l'État, lever les barrières administratives, ces points de blocage qui empêchent les entreprises de grandir, de se développer. Et donc l'objectif final, c'est d'accompagner 500 PME d'ici la fin du quinquennat et d'en voir émerger 1000. Pourquoi ? Vous le voyez, les parts de l'export dans une PME par rapport à son chiffre d'affaires, c'est environ 12%. Tandis qu'une ETI réalise 33% de son chiffre d'affaires à l'international. Donc on doit vraiment accompagner ces entreprises, ces champions de demain, et dans toutes leurs phases de croissance. Estelle Morera, des PME, vous en voyez passer beaucoup, j'imagine, puisque vous les conseillez. Déjà, quels sont les dispositifs que vous leur mettez à disposition pour s'attaquer à un marché à l'international? Et est-ce que c'est encore plus difficile pour elles de se projeter sur un marché à l'étranger avec ces contraintes de transition écologique? Alors, les dispositifs, ils sont de plusieurs ordres, mais c'est vrai que globalement, en France, on a quand même le meilleur dispositif d'accompagnement des entreprises à l'export, avec tout ce qui vient d'être cité, entre autres, mais c'est vraiment un vrai avantage, et il faut que les entreprises, les PME ou les ETI n'hésitent pas à entrer dans ces dispositifs-là, parce que ce sont des vrais facilitateurs à l'export. Et ensuite, effectivement, globalement, une entreprise pour exporter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle se prépare. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la réalité. Il faut se poser les questions. Comme cela vient d'être dit, il faut se challenger son produit, sa façon de travailler, acculturer aussi l'entreprise, parce que l'export, c'est pas que l'affaire du chef d'entreprise, c'est la culture d'entreprise au global. Il faut être prêt pour aller à l'export. Les entreprises françaises ont un vrai savoir-faire qui s'exporte. Par contre, il y a un réel déficit dans le faire savoir. Et ça, pour le coup, l'ensemble des dispositifs qui peuvent être bancaires, qui peuvent être étatiques ou autres, c'est d'accompagner, c'est de les aider justement dans le faire savoir des PME françaises. Via des prêts, par exemple, pour les aider à lever de la dette, encore plus important avec le contexte actuel sur le financement? Oui, alors il y a effectivement toutes les solutions bancaires qui peuvent intervenir sur les sujets de la transition énergétique. Il y a les dispositifs de prêt green, prêt à impact ou autres que, bien évidemment, on est en capacité de mettre en place. Il y a aussi des outils et des boîtes à outils pour faciliter l'export, c'est-à-dire comment sécuriser son exportation, comment financer son exportation aussi, éventuellement sur quel pays réfléchir de prime abord, c'est-à-dire qu'à l'export, en fait, il n'y a pas d'a priori et il n'y a pas de principe de base. On fait un petit reset, on se remet tout à zéro et puis on réfléchit différemment en fonction de là où on veut aller. Il n'y a pas un chemin tout tracé. Exactement. Ça s'adapte à chaque entreprise. Ignace Depré, vous avez une stratégie à l'export qui est un peu le cœur de votre activité, puisque 90% de vos produits sont exportés. Du moins, l'export représente 90% de votre chiffre d'affaires. C'est une stratégie qui va de pair pour vous avec un fort enjeu technologique et aussi un passage à l'échelle que vous prévoyez pour les prochaines années, de très gros enjeux de croissance. Oui, tout à fait. Donc, Suna Design, on fait de l'éclairage solaire. Et notre histoire, c'est vraiment une histoire d'export avant tout, puisque quand l'entreprise a démarré il y a fin 2011, il n'y avait pas de marché pour l'éclairage solaire en France, ou un marché ultra confidentiel. Et donc, on a démarré et on a créé des solutions pour l'endroit où il y avait les plus gros marchés pour l'éclairage solaire à l'époque, c'était le milieu rural en Afrique subsaharienne. En plus, c'est des environnements qui sont ultra complexes en termes de température, en termes de conditions d'ensablement, en termes de
disponibilité de techniciens sur place, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a développé une technologie très robuste, très fiable, adaptée à ces environnements très spécifiques. Donc vraiment entièrement export dès le début. Et effectivement, la chance qu'on a, c'est qu'au fur et à mesure, ces sujets d'éclairage solaire se sont élargis à des marchés tels que la France ou les États-Unis. On va y venir. Et donc, on a élargi effectivement nos marchés au fil du temps, mais depuis le début, donc effectivement, notre marché, il n'était pas en France, en fait. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ces marchés? Parce que vous êtes une entreprise basée dans la région, sans forcément point d'attache en Afrique à la base. Comment est-ce que vous avez pu vous développer? Comment est-ce que ça peut servir, par exemple, de cas d'école pour une entreprise qui aimerait s'attaquer à un marché à l'étranger? Alors, déjà, on a expérimenté pas mal, et il y a des choses qu'on n'a pas réussi, il y a des choses qu'on a bien réussi. Le deuxième élément clé, c'est qu'effectivement, on a un écosystème dans la région qui nous a porté, à la fois effectivement BPI France, Business France et un certain nombre d'instances de la région qui nous ont aidés dans des missions de prospection, dans des FASEP, dans des crédits assurance prospection. Donc il y a eu pas mal d'outils effectivement, il y a un écosystème assez fort qu'on a mobilisé qui nous a aidés. Et puis, au fil de l'eau, effectivement, on a affiné notre business model sur l'export avec des réseaux d'agents et de représentants dans le monde. On en a aujourd'hui 150 qui portent la marque Suna Design en Amérique du Nord, sur le continent africain, au Moyen-Orient et en Europe. Et donc, ça a mis vraiment du temps de constituer ce maillage. Dans nos différenciateurs, on veut aussi apparaître comme un acteur local partout où on opère, donc avec ces agents qui sont très ancrés aussi dans leur marché. Le marché de l'éclairage, c'est très lié aussi aux collectivités, aux personnes publiques. Et donc, c'est le choix qu'on a fait de continuer à animer ce réseau et d'avoir aussi un certain nombre de gros projets qu'on traite, nous, en direct, avec des grands comptes, avec des grands clients. Voilà, donc on a vraiment un mix aujourd'hui assez équilibré et qui nous permet effectivement de poursuivre une croissance assez forte. Parce qu'après un chiffre d'affaires de 18 millions l'an dernier, vous espériez doubler cette année. Vous êtes sur ce cap-là? C'est ça, on est sur un trend à une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, on voit que on est sur un marché qui est en croissance, sur lequel nous-mêmes, on a des différenciateurs qui sont assez forts. Au cœur de nos différenciateurs, c'est important puisqu'on fabrique, on fabrique nos solutions dans une usine à Blanquefort. Et au cœur de notre proposition de valeur, il y a la qualité de nos solutions d'éclairage solaire, puisqu'on s'adresse à des clientèles qui ont une logique d'opérateurs d'infrastructures, qui vont raisonner sur le long terme. Et donc, effectivement, avec cet outil industriel, on arrive à maîtriser entièrement la qualité, à offrir des solutions qui, très visiblement, fonctionnent 365 nuits par an dans la durée. Et ça, c'est vraiment notre meilleur gage de réussite, c'est de démontrer à nos clients que ça fonctionne. Aujourd'hui, notre base installée dans le monde, elle est de plus de 140 000 lampadaires solaires entièrement autonomes et connectés. Et on arrive à être compétitif sur ces marchés mondiaux avec notre production à Blanquefort, qui est une usine qui a été labellisée usine du futur en 2016 et sur lequel on a effectivement à la fois une très bonne productivité et on a mis l'humain au cœur du processus de fabrication. Ce qui est primordial du coup par rapport à nos modèles défendus en Europe sur les normes. Estelle Morera, on l'a vu avec Suna Design qui s'est appuyé sur des réseaux locaux. Vous, les réseaux internationaux, c'est aussi un levier très important que vous mobilisez, que vous proposez à vos clients pour attaquer l'international. Pourquoi est-ce que c'est capital pour eux d'avoir ce réseau-là? C'est capital parce qu'on sait très bien que les réseaux sur place, on ne s'invente pas à l'export, et avoir des relais sur place, des gens de confiance ou des personnes sur qui on peut s'appuyer en local pour ou chercher de nouveaux marchés ou accompagner dans un marché qu'on a réussi à remporter, c'est primordial. Alors effectivement, nous à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, on a soit notre savoir-faire avec l'expertise de Natixis et de l'ensemble du groupe BPCE, avec des outils, notamment sur l'export, qui peuvent faciliter l'implantation à l'étranger avec notre filiale Pramex International, par exemple.
et aussi avec des partenariats qu'on peut avoir avec le groupement Globaliance qui est présent dans 60 pays et qui va aider soit à la recherche de nouveaux marchés, soit à la recherche de recrutement dans 60 pays à l'export. Il y a aussi ensuite des outils facilitateurs, on va dire. Alors là, pour le coup, on est moins dans l'accompagnement local, mais ça permet de faciliter. Alors, typiquement, je pense que chez Sona Design, c'est vraiment une entreprise qui est éligible à ce type de dispositif. C'est ce qu'on appelle le crédit export, c'est-à-dire que proposer dans le cadre de la réponse à un appel d'offres un financement. Et du coup, ça permet effectivement d'être un peu plus compétitif ou en tout cas d'apporter quelque chose de nouveau aux acheteurs étrangers. Est-ce qu'avec les normes environnementales qui arrivent, qui s'imposent aux produits, on le voit par exemple sur les batteries, on a aussi parlé des emballages tout à l'heure qui sont de plus en plus réglementés, est-ce que ce réseau doit s'adapter, s'acculturer peut-être à ces nouvelles normes pour aussi les promouvoir à l'international ? Complètement. En fait, il y a deux façons d'agir. C'est-à-dire, soit on se dit, voilà, c'est fataliste et puis on a des normes et c'est très compliqué d'être compétitif. Soit on en fait un réel atout et un avantage concurrentiel à l'export et on mise dessus et on le fait savoir. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, le savoir-faire et le faire savoir pour aller chercher de nouveaux marchés. Et on le voit, la France et l'Europe pourraient pourquoi pas inspirer finalement les autres marchés en étant pionnières sur les normes. Est-ce que ça pourrait être le cas, Jorge Martin, ou pas? Ou est-ce que finalement on mène une bataille perdue où on va se faire avoir par la distorsion de concurrence dont on parlait précédemment? Alors, je pense qu'on est des bons élèves et que ça s'est vu que c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Je veux dire, depuis l'entrée en circulation du marché unique, avec le traité de Maastricht, qui a fait que l'environnement soit une politique pleinement européenne. Et plus récemment avec le Green Deal, donc avec ces objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 à hauteur de 50-55%. C'est vrai que c'est des contraintes. Ça peut paraître des contraintes à l'origine pour les entreprises, mais aujourd'hui, quand elles vont à l'international, elles vont se rendre compte qu'elles sont déjà adaptées sur cette facette-là, sur cette partie environnementale. Et puis, comme le disait monsieur auparavant, il y a vraiment un changement de paradigme. Certains l'appellent les 3 P, profit, c'est-à-dire bénéfice, people and planet. On parlait au début qu'on ne pouvait pas dissocier les deux termes, internationalisation et compétitivité. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire non plus. On ne peut pas être compétitif sans être vertueux. Et on ne peut pas l'être à l'égard de nos clients. Clairement, ça me fait penser à une enquête qui avait été portée par Deloitte déjà en 2019 auprès des millennials et qui démontrait que ces millennials avaient changé leurs habitudes de consommation par rapport à l'éthique, à des valeurs liées à l'éthique, à l'environnement. 35% de ces millennials avaient changé. Pour autant, avec le contexte difficile, l'inflation, on pourrait se dire que cette variable du prix est toujours primordiale face aux questions climatiques et de transition. Absolument. Absolument. Et donc, c'est aussi important en ce moment de tension en matière de recrutement. Même les salariés aujourd'hui vont s'identifier avec les valeurs de l'entreprise. Ce sera le sujet de la prochaine table ronde. Voilà, donc il est important, en effet, d'être vertueux dans ces deux sens. Donc, peut-être, ça implique bien entendu des investissements maintenant, mais c'est en corrélation avec une hausse des bénéfices, parce que votre demande va augmenter. Et votre offre va être beaucoup plus compétitive. Le critère environnemental futur standard, Ignace Depré, vous y croyez? Alors, oui, je pense que le critère environnemental, on le voit de façon indiscutable, il prend une ampleur énorme dans les attentes de nos clients, à la fois sur nos marchés en Europe, en Amérique du Nord, sur lequel une des grosses motivations de nos clients pour l'éclairage solaire, c'est de décarboner leur mix. C'est aussi la maîtrise de leur facture énergétique et la résilience, mais il y a quand même au cœur du sujet des sujets environnementaux. Et de la même manière, on a de plus en plus, nous on a lancé des démarches liées à l'éco-conception, à l'ISO 14001, donc c'est des choses qui sont aussi vraiment vécues dans tout le cycle du produit et du développement et de la façon dont on opère comme entreprise. Et de plus en plus, on a sur tous nos marchés des clients qui sont aussi attentifs et qui ont des questions sur les filières de recyclage, par exemple, concernant les batteries.
Donc on le voit, c'est un mouvement de fond et effectivement, il faut être positionné pour y répondre. Et le premier sujet, c'est aussi la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui est une vraie réalité aujourd'hui, à commencer effectivement par l'ensemble de notre communauté de travail. Un mouvement de fond, mais qui a tardé à venir, puisque vous l'avez dit, vous avez d'abord adressé les marchés africains, et c'est ensuite le marché européen et américain qui se sont ouverts. C'est vrai, alors c'est vrai, et c'est un bon exemple, l'éclairage solaire. En France, par exemple, c'est plutôt un sujet de transition, décarboné, ou aux États-Unis, par exemple, décarboné. Néanmoins, sur le continent africain, on n'a pas du tout cette problématique. On a une problématique de déploiement d'infrastructures nouvelles. Et donc, effectivement, de plus en plus, on le voit, pour déployer ces infrastructures nouvelles dans des pays où ils ont un gros déficit d'infrastructures, ils ne vont pas passer par la case éclairage filaire traditionnel. Ils vont direct sur de l'éclairage autonome solaire, de la même manière qu'ils ne passent pas par les réseaux télécoms et le téléphone filaire, ils passent direct sur les technologies mobiles. Et donc finalement, cette motivation-là, elle n'est pas tant environnementale que technico-économique, puisque pour déployer à l'échelle d'un pays une infrastructure d'éclairage, aujourd'hui, c'est clairement beaucoup plus compétitif de passer directement en solaire. D'où l'importance de cibler le bon marché pour être compétitif sur un marché, ce qui ne va pas être le cas sur n'importe lequel. Je vous voyais acquiescer à Estelle Moreira. Comment est-ce qu'on définit pour une PME, par exemple, où est-ce qu'on va être compétitif en portant des critères environnementaux et en visant des objectifs de croissance? Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Si je réponds à ça, je pense que je suis la reine du monde, donc c'est pas si simple que ça. En tout cas, ce qu'il faut effectivement, c'est se poser les questions, se préparer et j'ai envie de dire aussi faire valoir l'ensemble des réseaux d'influence qui peut exister. Ne pas hésiter, on a parlé largement du dispositif Team France Export ou autre, mais il y a aussi aller dans les clubs d'entreprise, échanger avec des entrepreneurs qui ont réussi à l'export ou qui n'ont pas réussi, en tirer les conclusions qu'il faut. Et effectivement, j'ai envie de dire, partager, et on en parlait tout à l'heure, il faut oser. Il faut tout simplement oser, aller challenger un peu les choses, faire des études de marché, et puis ensuite dérouler le process de l'export. C'est une question également qu'on n'a pas abordée, mais qui est liée fondamentalement à l'export, c'est celle du transport aussi des marchandises. On a des sociétés dans la région qui, par exemple, préparent du transport par bateau, par voilier, pour transporter des cognacs, par exemple, en transatlantique. Est-ce que le réseau, là aussi, de Team France Export peut aider et travaille là-dessus sur ces leviers de décarbonation des transports ou des échanges ? Tout à fait. Écoutez, depuis cette année, justement, on a mis en place un scoring RSE, que ce soit sur le volet export, d'accompagnement des PME, mais aussi dans la partie attractivité, c'est-à-dire l'accompagnement des investisseurs étrangers vers la France. On a marqué ce scoring pour inciter et donc inciter les entreprises à être plus vertueuses. Bien sûr que le Business France est sensible à ça, et bien sûr qu'elle l'est au moment de choisir les circuits de distribution. C'est dans l'ADN de Business France, dans nos plus de 50 bureaux à l'étranger. Tous nos agents, tous nos experts sont en train de travailler sur des nouveaux circuits plus verts, plus sensibles à l'environnement et à cette cause dont vous parliez. Donc, évidemment, on peut être aussi un levier d'accompagnement sur cette décarbonation à l'export. L'approvisionnement, le biosourcing, entre guillemets, c'est quelque chose dont on parlait avec vous, Estelle Moreira, avec vous, Monsieur Depré, en préparant la table ronde. C'est un vrai mouvement de fond qui émerge et aujourd'hui, ça devient aussi, en quelque sorte, un standard en termes de chaîne d'approvisionnement. Oui, effectivement. Tout va dans le même sens. On peut pas travailler à l'export sa décarbonisation et pas le faire sur sa propre entreprise. On est vraiment dans une mutation, comme vous le disiez, 20 ans de balance commerciale déficitaire. On espère être tous là pour voir l'inverse prochainement. Et effectivement, chercher les outils et se mettre en accord avec cette politique-là, c'est aussi faire en sorte de réussir son export demain. Merci à vous. On maintient une production en France, du coup, à Blanquefort, malgré tout un tas de normes
qui arrive, ce ne sera pas contraignant pour le développement d'une PME, peut-être d'une ETI bientôt, comme Suna Design? Tout à fait. Notre production en France, c'est un outil qui nous permet de maîtriser notre qualité. On a réussi à le faire de façon compétitive, donc on va gagner des projets partout dans le monde avec ces produits fabriqués à Blanquefort. Et c'est aussi un outil commercial, puisque aujourd'hui notre marché il se développe également en France, je le mentionnais. Enfin. Et depuis 2-3 ans, on est en train de se développer en France. Et c'est un outil commercial extraordinaire, puisque ça permet à des clients de venir, de comprendre vraiment en touchant les produits comment on intègre la qualité à chaque étape de leur fabrication. Et c'est un outil commercial pour l'ensemble de nos clients, y compris des clients africains, américains, etc., qui viennent voir comment ça se passe. Donc oui, c'est vraiment précieux d'avoir cet outil qui fonctionne bien et effectivement d'avoir eu le soutien à la fois pour cet outil et pour les programmes d'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine et de BPI France, qui ont aidé Suna Design à toutes ces étapes clés de notre développement. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je vous libère.